Vous l'avez entendu, c'est clair, il y a une très grande bienveillance d'Alain Juppé à l'égard de l'un de ses plus proches. Sur le fond, il pense aussi qu'il faudra travailler avec Emmanuel Macron, mais après les élections législatives, c'est finalement un difficile équilibre à trouver pour le maire de Bordeaux, qui ne veut pas non plus apparaître comme un traître à l'égard de son camp. Vous l'avez entendu, il rappelle donc sa fidélité à l'égard des Républicains, au moins jusqu'aux législatives. Après, tout est possible. Merci Guillaume. Et on vous retrouve Nathalie Saint-Cric. Vous dites ce soir, il est en train de se passer quelque chose. Ah oui, ça ne nous a pas échappé. C'est une incroyable bascule politique, c'est loin du nouvel ère. Car il ne s'agit pas simplement de ralliement ou d'ouverture à droite ou à gauche, comme on a vu par le passé, mais d'une recomposition après dynamitage total des anciens partis et un dynamitage qui devrait se confirmer demain avec la composition du nouveau gouvernement. Alors, Emmanuel Macron, il nous avait prévenu, c'est en marche et au pas de charge. Il y va avec une logique de bulldozer, il fracture la droite après avoir siphonné la gauche. En simple, il divise tous les partis, non pour régner, mais pour réformer. Et en cela, il peut représenter un véritable espoir pour les Français. Voilà pour le dessin, le projet. Mais dans l'immédiat, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté d'attirer à lui les électeurs de la droite pour les législatives? Évidemment, c'est une nécessité pour lui. Il a besoin d'attirer à gauche, d'attirer à droite et finalement d'accompagner sur un vrai projet les nouveaux petits députés qui, pour certains, ne sont pas vraiment aguerris. Alors, à long terme, il veut tout recomposer. À court terme, il veut avoir la majorité absolue. Et simplement pour avoir les coups des franges, pour pouvoir réformer. Et Édouard Philippe a le même intérêt que lui. Merci Nathalie. Alors la droite divisée, la droite mise à l'épreuve. Dans un instant, on va recevoir celui qui mène la campagne pour les Républicains, François Baroin. D'abord, d'autres réactions recueillies et rassemblées par Marco Manière, Thierry Curtet et Mathias Second. François Baroin, Jean-François Copé, Christian Jacob. Ils incarnent la droite qui refuse pour le moment la main tendue d'Emmanuel Macron. Pour eux, hors de question de se rallier au nouveau président. Voilà pour les dirigeants, mais qu'en pensent les électeurs? François Baroin, vous êtes le chef de file de la droite et du centre pour les législatives. C'est votre premier commentaire après la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Y a-t-il ce soir une fracture, une scission en cours chez les Républicains? Non, je ne crois pas. Édouard Philippe, son nom était dans la circulation des débats depuis plusieurs jours. C'était une hypothèse et en réalité c'est un choix que nous constatons, que je regrette à titre personnel. J'ai de bonnes relations avec lui et nous savons mettre de côté nos relations personnelles, mais c'est une question d'analyse politique au fond. Et c'est ça le vrai enjeu de cette campagne législative que nous portons avec les candidats majorité pour la France de la droite et du centre. C'est est-ce que le visage de la France, c'est le second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire au fond un face-à-face durable pendant plusieurs années entre Emmanuel Macron, son parti, sa formation politique et le Front National, ou est-ce que le vrai visage le plus sincère de la France, c'est le visage du premier tour, c'est-à-dire une France fracturée comme jamais, une République qui s'interroge sur elle-même et un besoin aussi de soutenir les classes moyennes qui sont les forces vives de notre pays. Il n'est pas seul, pardon François Baroin, il n'est pas seul Édouard Philippe. Ce soir, vous avez vu ces 24 élus dirigeants de LR qui font mouvement aussi vers Emmanuel Macron, qui appellent à le faire. Est-ce qu'on peut simplement évoquer un débauchage et est-ce qu'on peut faire l'impasse sur ce qui ressemble quand même à un mouvement d'ampleur? Moi, ma responsabilité, c'est d'essayer de placer cette campagne législative au juste niveau, c'est-à-dire celui du débat de la clarté sur les grandes orientations du pays. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet à titre personnel de voir votre famille se morceler, se diviser? Non, moi j'accompagne ma famille dans ce combat, elle me l'a demandé, ma famille politique, parce que nous pensons que nous portons un projet qui, au fond, donne la bonne direction pour la France. Sur les 24 personnes qui sont des personnalités respectables, ils font cette analyse, qu'au fond c'est le second tour de l'élection présidentielle qui donne la réalité du visage. Nous faisons dans notre immense majorité, avec nos 577 candidats et candidates, une analyse qui nécessite, au fond, à faire, puisqu'il y a eu une ambiguïté sur le positionnement politique du président Macron. Est-ce qu'il est de gauche ou est-ce qu'il est de droite? S'il choisit un Premier ministre de droite, c'est qu'il donne une inclinaison. Donc le meilleur moyen, la meilleure garantie pour imaginer que la politique sera celle dans le sens de l'intérêt général du pays, c'est-à-dire une politique de droite, d'augmentation du pouvoir d'achat, de baisse des impôts, d'équilibre de notre cohésion sociale et puis de l'affirmation du réarmement de l'État, c'est de voter pour les candidats de la droite et du centre. C'est difficile de croire, François Baroin, que vous n'êtes pas ce soir inquiet, étonné, préoccupé par cette situation. D'abord, je suis d'une nature extraordinairement zen, paisible et calme. Ensuite, contrairement à ce que vous imaginez, c'est une lecture politique, ce sont des débats de fond. Dans les 24 personnalités que vous évoquez, il n'y en a que 4 qui sont candidats aux législatives. Et ensuite, je dis à tout le monde, le rassemblement autour de notre candidat est notre responsabilité, car la recomposition, elle interviendra après. Je suis président des maires de France.
on est à parité à l'intérieur entre la gauche et la droite. On sait laisser au vestiaire nos engagements militants. Il y a des clivages qui sont dépassés. Mais sur la défense des collectivités locales, de nos territoires oubliés, qui d'ailleurs ont voté massivement pour le Front National, on met de côté nos engagements, puis on définit une martingale politique. Donc on saura le faire. Ça peut être le cas au niveau national. On saura le faire au niveau national. Il ne s'agit pas de revanche, et je ne souhaite pas que dans cette campagne vole des anathèmes sous quelque forme que ce soit, et à l'égard de qui que ce soit. On pourrait coopérer avec Emmanuel Macron une fois les Cette législatives recomposition, elle interviendra, mais elle interviendra sur la base du choix des Français. Et en fait, c'est peut-être ça qui nous différencie aujourd'hui. C'est le décalage du temps, et c'est en quelque sorte se prêter à une opération qui ressemble quand même très largement à ce que les autres présidents ont fait par le passé, même s'ils ne sont jamais allés. C'est-à-dire des opérations d'ouverture un peu isolées, c'est votre lecture. Oui, parce que, pardonnez-moi, parce qu'on prend l'exemple de la coalition allemande. Il n'y a pas de coalition. Il n'y a pas de recomposition. Pas plus qu'il y a trahison ou autre. Chacun écrit son histoire et son chemin. En tout cas, ce ne sont pas des termes que j'utiliserai. Question directe. Est-ce qu'ils doivent être exclus ? On ne s'est pas mis autour de la table en décidant qu'est-ce que l'on fait sur le droit du travail, qu'est-ce que l'on fait sur la fiscalité. Nous voulons une baisse des impôts. Monsieur Macron propose une augmentation spectaculaire de la CSG, ce qui va impacter sur les retraités, pour les fonctionnaires, pour les professionnels libéraux. Qu'est-ce que l'on fait autour d'une loi d'orientation de sécurité intérieure et de justice? Tout cela, nous avons des idées bien arrêtées parce que nous pensons qu'elles sont justes et sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé et retravaillé entre les deux tours de la présidentielle, car nous avons entendu le message des Français. François Baroin, est-ce qu'Édouard Philippe, est-ce que ceux qui font mouvement vers Emmanuel Macron avant les législatives doivent être exclus des Républicains? Ce type de mots, de questions n'a pas lieu d'être. Les Français sont épuisés par cette campagne présidentielle qui a démarré depuis fin août, avec notamment la primaire de la droite et du centre. Ce que je souhaite, c'est que ce débat soit celui de la clarté. Les gens qui font ce choix, en réalité, ce sera la difficulté d'Édouard Philippe. Il va effectivement faire campagne pour des candidats qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas choisis, qui sont d'ailleurs plutôt d'origine de la gauche, souvent issus des cabinets ministériels de la présidence Hollande. Dans votre parti. Mais il fait un choix et il le sait parfaitement. Je lui souhaite évidemment une bonne réussite, mais il fera campagne évidemment pour la défaite aussi de nos candidats. C'est un exercice personnellement difficile, mais je pense qu'il a bien réfléchi. On en avait discuté la semaine dernière. Il prend sa décision en conscience, en responsabilité. Nous constatons ce choix, nous le regrettons, mais nous n'y arrêtons pas. Merci François Baroin d'avoir répondu à nos questions ce soir. Deuxième grande action, Berlin, où il a affiché des signes de complicité avec Angela Merkel sur place à Amaury-Guibert. Brice Boussoir. Pour elle, c'est presque devenu la routine. Angela Merkel reçoit son 4e président de la République française. Celui-là a un quart d'heure de retard, mais la chancelière ne semble pas lui en tenir rigueur. Large sourire, main sur l'épaule, l'accueil de la chancelière est chaleureux. On fait de notre mieux, lance en anglais le président au photographe. Puis les deux dirigeants se dirigent vers leurs équipes. Emmanuel Macron présente son cabinet et plus longuement Philippe Etienne, jusqu'ici ambassadeur à Berlin et bientôt son conseiller diplomatique. Un salut à la foule, massée devant les grilles de la chancellerie, avant que ne résonne la Marseillaise. Et dans ce protocole réglé au millimètre, la chancelière n'a pas besoin, comme avec d'autres présidents, de guider Emmanuel Macron sur le tapis rouge. L'examen protocolaire est réussi, avant un entretien de travail qui va durer près d'1 heure. L'Europe, la défense, l'économie, les sujets sont nombreux et à l'issue, les deux dirigeants tiennent à montrer que dans ce couple, les relations sont équilibrées. Je serai en tout cas pour ma part toujours un partenaire franc, direct et constructif. Bien sûr, chacun défend les intérêts de son pays, mais les intérêts de l'Allemagne sont liés aux intérêts de la France. Et l'Allemagne ne va bien que si l'Europe va bien. Et l'Europe va bien seulement si la France est forte. La première impression a-t-elle été la bonne? Angela Merkel et Emmanuel Macron vont conclure cette rencontre par un dîner à la chancellerie. Un dîner de travail, tant les sujets à traiter entre les deux pays sont nombreux. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous suivez pour nous ce premier déplacement présidentiel. Quels en sont pour l'instant les enseignements ? Bonsoir David, écoutez, le premier enseignement qu'on peut avoir ce soir, qu'on peut tirer, c'est que Emmanuel Macron bénéficie indiscutablement à l'international, en tout cas ici en Allemagne, d'un mini état de grâce, car vous l'avez vu, il y a eu des soutiens qui se sont manifestés et un journaliste allemand, en lui posant la question, a expliqué que la dernière fois que c'était arrivé, c'était pour la venue de Barack Obama ici à Berlin. Et sur le fond, eh bien, Emmanuel Macron peut se vanter d'avoir fait sinon
infléchir, au moins réfléchir la chancelière allemande sur l'avenir des traités européens. C'est ce que souhaite le président français. Maintenant, Angela Merkel a eu aussi cette petite phrase que je vous cite. Au début de toute chose, il y a un charme, mais pour que le charme demeure, il faut qu'il y ait des résultats à la clé. Emmanuel Macron est averti. Merci Jeff. Alors, quel est l'enjeu plus précisément? Que cherche à obtenir de l'Allemagne Emmanuel Macron dans les prochains mois? Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Vous dites il y a ce qu'il souhaite et puis il y a ce qui est faisable. Oui David, tout n'est pas simple. Parmi les propositions d'Emmanuel Macron, il y a des sujets qui fâchent. Là, les voyants sont au rouge. Un budget de la zone euro, par exemple. Pour Angela Merkel, il n'en est pas question pour l'instant. Elle ne veut pas que ce budget soit une façon de faire payer encore plus l'Allemagne. Même opposition pour le Buy European Act, un protectionnisme qui consiste à réserver aux entreprises européennes les marchés publics. Cette entorse au libre-échange ne plaît pas à Angela Merkel. Peut-être une ouverture, mais c'est pas gagné. Feu orange pour l'investissement public. Emmanuel Macron en veut plus pour relancer la croissance. En Allemagne, on se méfie de tout ce qui ressemble à de la relance par la dépense. Angela Merkel est quand même prête à des investissements franco-allemands sur le numérique. Les réfugiés, l'Allemagne veut que la France en accueille plus. Emmanuel Macron est d'accord sur le principe. Ils devront encore discuter du nombre et des modalités. Et puis, les sujets plus consensuels. Là, les voyants sont au vert pour bâtir une Europe de la défense, un fonds européen pour la recherche militaire et même une force de réaction rapide, un bataillon de soldats français et allemands qui pourraient intervenir comme au Mali en cas d'urgence. Les travailleurs détachés, ils viennent d'en parler tous les deux. On ne va pas les interdire, mais la France et l'Allemagne sont d'accord pour mieux lutter contre la fraude et s'assurer qu'un travailleur détaché polonais en France, par exemple, touche le même salaire que son collègue français. Merci Jean-Paul. Et un dernier mot sur l'Allemagne, c'est une Angela Merkel